13h30 sur LCI, merci d'être avec nous. On va évoquer maintenant la menace russe en Europe. Pourquoi ? Puisque Sergueï Lavrov a fait une dernière déclaration un petit peu étonnante ces dernières heures. Regardez, l'Allemagne moderne et le reste de l'Europe se transforment en un quatrième Reich. Très inquiétant, pourquoi ? Parce qu'évidemment, à chaque fois que ces propos russes reviennent, il y a souvent une menace derrière de l'Europe qui est la puissance attaquante, la menace pour la Russie. La première question que j'ai envie de vous poser, on va voir la citation dans quelques secondes. Est-ce que de tels propos de Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères tout de même russe, est-ce que c'est inquiétant pour l'Europe ? Alors moi je dirais non, mais oui. Pas oui et non, mais non et parfait. Oui. Au départ, si vous voulez, c'est surtout une rhétorique qui est à destination de la propagande interne en Russie, qui justifie la guerre en Ukraine. Cela dit, ça fait tellement d'années maintenant, ça fait une bonne vingtaine d'années qu'on nous ressort constamment des films de guerre en Russie, ce type de propagande, d'ailleurs, de plus en plus insistante. En gros, et on la retrouve, là où il y a vraiment danger, c'est qu'on la retrouve, par exemple, dans les textes scolaires. Maintenant, les manuels scolaires reprennent complètement cette rhétorique, comme quoi, finalement, oui, le nazisme avait dominé l'Europe, l'Europe, en gros, était faite de collaborateurs, les États-Unis ont été neutraliste ou presque après Pearl Harbor, et c'est l'Union soviétique qui a vraiment tout fait pour libérer l'Europe ingrate de l'occupation nazie. Et attention, le nazisme est toujours avec nous. Le vrai danger, c'est que on se le répète tellement souvent que je crois que c'est devenu littéralement une religion. Il y a, je vais dire, les deux piliers idéologiques aujourd'hui dont se sert Poutine, c'est malheureusement l'Église orthodoxe, je le dis en tant qu'orthodoxe, et cette fascination, ce culte des morts et des héros de la Deuxième Guerre mondiale, qui le mérite bien. Il le mérite. Il y a eu, c'était contre le nazisme était quand même réel. Auschwitz était réel, libéré par des soviétiques. Ce qu'on ne dit pas, c'est les gens certaines personnes de nationalité soviétique ou d'origine russe ou autre, y compris des juifs libérés d'Auschwitz, qui étaient expédiés directement au goulag. Ça, on ne le dit pas dans les manuels scolaires. Vous allez en prison si vous le dites en Russie. Bon, bref, il y a une véritable religion qu'on a créée autour de la Deuxième Guerre mondiale. Et ce qu'il faut craindre, là où je dis oui, j'ai dit non tout à l'heure, c'est pas sérieux, c'est un outil de propagande, mais là où je dis oui, c'est dangereux, c'est dans la mesure où ceux qui produisent ce genre de discours, et peut-être même Lavrov, et peut-être même Poutine et d'autres, finissent par y croire eux-mêmes à force de se le répéter, d'autant plus que c'est ce qui justifie des attitudes quasiment criminelles. Finalement, on fait une bonne chose, on fait une bonne œuvre, on se regarde dans le miroir et on se dit, mais au fond, c'est vrai tout ça, c'est vrai que ce sont des nazis, c'est vrai que cette Europe... Alors le paradoxe, c'est qu'ils soutiennent en même temps l'extrême droite en Europe de l'Ouest. Alors c'est ça qui est complètement contradictoire et paradoxe, mais évidemment est très paradoxal, effectivement. Mais ce n'est pas la première fois qu'une idéologie est complètement paradoxale. Pour en revenir à cette phrase de Sergueï Lavrov, est-ce que pour vous, Caroline Tominet, elle est inquiétante ? Il y a effectivement ce message donné au peuple russe, mais est-ce que c'est aussi un message délivré contre l'Occident ? En fait, les Allemands sont en train de se militariser de manière importante parce qu'ils ont les moyens financiers de le faire. Et donc, ils sont en train de voter un budget 2026 qui est vraiment important, qui est autour de 126 milliards. Enfin, il faut vérifier les chiffres. Nettement avec plus, en une tous les cas, croissance, que ce que c'est actuellement, quoi. Ouais, ils doivent être autour de 50, à peu près 50 milliards. Donc x2, enfin plus de x2, évidemment ça doit les inquiéter aussi qu'il y ait une mobilisation budgétaire si importante pour l'armée
allemande. Ils brandissent à nouveau ce genre de propos complètement déplacés vis-à-vis de l'Allemagne, sachant qu'ils ont effectivement, après la Deuxième Guerre mondiale, eu une tradition pacifiste au niveau politique. Donc voilà. Justement, vous avez bien fait de le rappeler, cette déclaration de Sergueï Lavrov, elle vient justement avec ces nouveaux budgets de la défense. Alors on parlera des budgets européens dans quelques instants, mais c'est une réponse à ça effectivement. Est-ce que justement on sait que les Européens sont en train de doper entre guillemets leurs dépenses de leur budget de défense? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce genre de déclaration un peu plus souvent justement de la part des Russes qui du coup vont une énième fois expliquer que c'est l'Europe qui les menace? Je crois que l'Europe, l'OTAN, ça fait partie du narratif russe aujourd'hui pour justifier la guerre. Et dire qu'on est attaqué, alors que ce n'est pas nous qui les avons attaqués, dire qu'on est attaqué, il faut bien désigner l'ennemi. L'ennemi, c'est qui? C'est nous. Donc c'est ce qu'il utilise. On est dans la propagande. Alors c'est vrai, moi je rejoins ce qui a été dit par Oleg tout à l'heure. C'est que je pense qu'aujourd'hui, les dirigeants russes sont convaincus de cette menace, sont convaincus que la Deuxième Guerre mondiale, effectivement, peut se reproduire à leur détriment. Je crois qu'ils sont même intoxiqués et qu'ils n'acceptent effectivement plus finalement que l'histoire n'est pas exactement comme ils l'ont conçue. Et ils ont construit une histoire qui justifie leurs actes aujourd'hui. Alors maintenant que l'Europe... Et en même temps, il faut désigner l'ennemi. Car si vous ne désignez pas l'ennemi, vous ne pouvez pas préparer votre population à affronter l'ennemi. Et là, l'ennemi, il est désigné. Alors pour une fois, ce n'est pas l'OTAN, là, c'est l'Europe. Et c'est vrai qu'objectivement, toute l'Europe est en train de se réarmer physiquement, matériellement, avec quand même et peut-être un peu intellectuellement, ce qui n'est pas sûr. Il y a ça petit à petit, parce que c'est... Il y a un changement d'état d'esprit. Il y a un changement d'état d'esprit, au moins chez les gouvernants. Et qui cherchent à faire passer ce sentiment vis-à-vis de leurs opinions publiques, donc de leur électorat, parce que c'est important, en disant que la guerre est possible demain. Et je crois que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et peut-être que les Russes perçoivent que ça pourrait aboutir. Et de toute façon, si on prend tous les plans de réarmement qu'il y a lieu en Europe, on est sur les années 2030-2032. Donc ça correspond à peu près à tout le schéma général des relations internationales en Europe et dans le rapport de force. Pas uniquement d'ailleurs en Europe, mais aussi ailleurs, parce que l'Indo-Pacifique est aussi concerné indirectement. On est obligé de tout relier aujourd'hui. On ne peut pas se contenter de dire notre continent européen est le seul concerné. Tout le reste du monde est concerné. À mon avis, on est dans le bouleversement total de toutes les relations internationales, avec la réintroduction du recours à la force militaire, la désinhibition, comme disait le chef d'état-major des armées, la désinhibition face à l'usage de la force militaire, et que finalement, il faut quand même préparer les États européens démocratiques à faire face, parce que comme je disais il y a quelques instants, les équipements ne suffiront pas. Il faudra bien que des gens qui acceptent de se battre. Et la question qu'on se pose régulièrement, d'abord entre professionnels des choses militaires, est-ce que nos sociétés sont capables d'accepter ce coût humain, tel d'ailleurs que l'Ukraine l'a accepté, avec des morts, des blessés, avec des guerres longues, avec un impact sur nos vies au quotidien, et tout ce que ça implique. Il suffit de reprendre d'ailleurs les témoignages de la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Tout ce qui a été vécu à l'époque est transcrit par les témoins. On peut le relire aujourd'hui, c'est vrai, d'une manière éloignée, mais c'est ce qui risque de se reproduire. Et donc il faut bien sensibiliser nos opinions publiques et nos populations que si on ne veut pas qu'il y ait la guerre demain, il va falloir qu'aussi intellectuellement, psychologiquement, on soit prêt à la mener si on était agressé. Donc c'est un changement complet de mentalité. Alors vous parlez d'une échéance générale, vous parlez de l'échéance 2030, 2032, mais d'après certaines informations, en tout cas de côté Kiev, cette guerre russe contre l'Europe, elle pourrait venir un petit peu plus tôt que 2032, voire 2030, voire avant. Écoutez, Kirill Boudanov, c'est le chef des renseignements ukrainiens, et il donne entre guillemets le timing peut-être pour les Européens. Il s'agit de préparer la Fédération de Russie à la guerre avec l'OTAN en 2030. C'est à cela que ce document s'adresse dans la grille budgétaire. La partie principale du budget doit être axée là-dessus jusqu'à 2030. Ensuite, tout va se dégrader. La course aux armements est un dérivé. Tous les enjeux sont stratégiques et ce sont des mécanismes à résoudre. La question est donc la suivante. Il ne s'agit pas de fabriquer plus de chars ou de meilleurs missiles. La question est d'être prêt pour 2030 avant cette guerre. Alors Kirill Boudanov exprimait bien sûr sur ces 1100 milliards de budget russe pour notamment attaquer, d'après lui, l'OTAN. Est-ce que c'est crédible? Est-ce que la Russie sera en mesure, aujourd'hui déjà peut-être, mais est-ce qu'aujourd'hui elle l'est? Et est-ce qu'en 2030, dans 5 ans, c'est demain, 5 ans, est-ce qu'elle sera prête à attaquer
l'Europe? Je ne pense pas qu'elle sera prête à attaquer l'Europe. Ça, c'est le narratif qu'on entend depuis des mois pour sensibiliser nos opinions publiques aussi, et demander à l'Occident de faire toujours plus. La réalité, c'est que qui peut croire aujourd'hui que la Russie soit en mesure, avec les pertes qu'elle a subies, les équipements qu'elle a perdus, et puis l'aguerrissement aussi et la montée en puissance des autres armées européennes, qu'elle soit en mesure d'agresser l'OTAN. Si elle agresse l'OTAN, de fait, même si les États-Unis pourraient ne pas être concernés directement, néanmoins, c'est quand même un sacré morceau. C'est 27 nations, c'est une population largement supérieure à la Russie, c'est des PIB largement supérieurs à la Russie, des industries extrêmement modernes, des armées d'accord peut-être un peu moins nombreuses, mais qui vont se regonfler d'ici les années à venir. Donc, en revanche, ce que dit Bodanov, il n'a pas de tort. Il faut se préparer. Et je reviens à ce que j'ai dit précédemment. Se préparer veut dire dissuader la guerre. Et finalement, si on ne fait rien, oui, on peut subir une agression. Une agression militaire, en revanche, je n'y crois pas. Une agression différente, oui. On a beaucoup parlé d'actions hybrides par des qui commencent déjà aujourd'hui, d'ailleurs. Tout à fait. Mais à la limite, c'est un peu la rançon de la démocratie. Dès lors que vous autorisez des élections libres, vous pouvez autoriser n'importe quel parti à présenter un programme. Et sauf s'il ne répond pas à certains critères de la démocratie, on peut l'interdire. Mais là, déjà, on arrive dans une forme de contrôle de notre démocratie. Donc c'est un vrai sujet. Donc c'est le risque que nous avons, et on l'a vécu avec la Roumanie. On l'a vécu avec la Bulgarie aussi. La Géorgie. La Géorgie aussi, même si la Géorgie n'est pas dans l'Europe, mais néanmoins, on a vécu cette situation-là. Donc, se préparer, je dirais si on devait dire quelque chose, on devait d'abord redéfinir une architecture de sécurité qui soit essentiellement européenne pour être sûr de ne pas être dépendant de l'étranger, en l'occurrence des Américains. Ça veut dire resensibiliser l'ensemble des populations européennes à la défense de l'Europe d'une manière collective, et puis bien entendu avoir un comportement, je dirais, exemplaire, peut-être qui serait ne pas celui de vouloir imposer sa manière de voir aux autres, parce que c'est un peu ce qu'on nous reproche d'ailleurs, quel que soit l'endroit. C'est-à-dire, recentrons-nous sur nous-mêmes, de telle façon qu'on soit plus exemplaire, et qu'à ce titre-là, on puisse assurer notre sécurité d'une autre manière qui n'est pas uniquement par la force militaire. Notre sécurité viendra aussi par notre détermination morale, notre capacité à faire front, à être résilient, pour reprendre un terme qui est un peu à la mode depuis quelques années, être résilient. Et la résilience, c'est une forme de dissuasion face aux menaces, quelles qu'elles soient. Caroline Thominet, est-ce que cette échéance de 5 ans, 2030, c'est crédible ? Tout peut se passer, en fait, le monde évolue tellement vite et on le voit au niveau géostratégique, tout peut se passer. La Russie aussi a au Kremlin la possibilité de changement. On ne connaît pas l'actualité. Ce qui est sûr, c'est que être en guerre contre l'OTAN, c'est quand même très compliqué vu la force qu'il y a derrière. L'armée russe, pendant 3 ans, a eu des très très grosses difficultés, des très grosses pertes en termes de matériel et d'hommes. Donc se lancer dans un projet d'expansion, c'est peut-être le projet de Vladimir Poutine. Donc il faut effectivement augmenter notre défense française et européenne, s'organiser, travailler avec les autres pays comme la Grande-Bretagne, évidemment, et montrer notre autonomie au sein de l'Europe. La France, elle, est sûrement un peu moins concernée sur la partie, on va dire, défense, parce qu'elle a l'arme nucléaire. On a une autonomie stratégique que voudrait bien l'Allemagne, par exemple. Et on est la deuxième industrie militaire, industrie de défense au monde. On a pris la place de la Russie. Donc on a une puissance industrielle vraiment importante. On vend, on exporte, parce que on a si on voulait compléter l'arsenal qu'on a aujourd'hui, on pourrait le faire, mais on n'a pas les budgets. Donc il va y avoir des choix qui vont se présenter à nous si jamais les risques s'aggravent, augmentent. Et on a la possibilité aussi de pas forcément vendre à l'étranger et de remplacer le matériel et de développer par rapport aux objectifs militaires qu'on pourrait se fixer avec l'industrie française. Mais ça, on peut l'imaginer, qui monte en puissance en plus. On peut l'imaginer ça pour l'avenir. Ça sera, j'imagine, en fonction des choix budgétaires qui seront faits cette année et dans les années à venir, des choix stratégiques qui sont faits par les gouvernements et par le Parlement, et puis en fonction de l'actualité et du danger réel qui
qu'il y a pour la France. Par contre, il est important de connaître la surmilitarisation de la Chine, qui en 3 jours produit des armes massives. Enfin, il y a une unité massive qui est produite en Chine tous les 3 jours. Donc, qui est en train de se surarmer, et avec une organisation de l'axe Chine, Russie, Corée du Nord et Iran, qui en fonction ont des spécialités et donc qui sont en train de monter en puissance pour la Chine et la Russie au niveau militaire, qui inquiète évidemment tout le monde et qui inquiète aussi l'OTAN. Oleg Kobzev, qui a une vraie montée en puissance, comme disait Caroline Tominet, de l'armée russe. Ah oui, non, ça c'est un fait. Là, ce ne sont pas des rumeurs. Y aura-t-il une grande offensive ou non? Ça, c'est une rumeur, mais la réalité, c'est le réarmement de la Fédération russe. Ça, c'est un fait avéré, documenté. Je suis d'accord avec l'idée que le risque d'attaque de l'OTAN par la Russie est quasiment inexistant, tout simplement parce que la Russie n'en a pas les moyens, et ce serait on voit bien, donc, avec l'Ukraine, il n'arrive pas à prendre tout le territoire de l'Ukraine, on ne voit pas comment il pourrait vaincre les États-Unis ou même la France ou l'Allemagne ou l'Angleterre. Enfin, aujourd'hui, la question se pose de savoir si les Américains réagiraient si, voilà. Par exemple... Bon, alors, mais même attaquer la France et l'Allemagne, des pays d'Europe... l'Estonie, par exemple. Alors voilà, alors le risque, il est là. Le vrai risque, c'est que ce serait la capitulation de l'Ukraine. Si l'Ukraine capitulait, à un degré ou un autre, 100% de capitulation, ce serait de dire oui à toutes les exigences de Poutine. Mais même si elle cède effectivement le Donbass, qu'elle reconnaît que la Crimée appartient à la Russie, etc., ça pourrait être pris comme un signe de faiblesse. Et là, alors, je sais, nous en avons discuté en privé avec le général Chauvency. Je me suis fait recadrer par un général d'aviation ici sur le plateau, mais je le redirai quand même. Il y a un tout petit risque, il y a un très faible risque, en effet, que Poutine prenne l'Occident en général pour des faibles. Et là, malheureusement, Trump, même s'il s'est un peu retourné, nous en a donné un parfait exemple. Faible avec l'effort, décadents, etc. C'est ce qui n'arrête pas de se répéter à eux-mêmes. Les Européens sont tous des décadents et qui s'en prennent, mais d'une manière beaucoup moins hybride, comme nous en avons parlé, à la Moldavie d'abord. Si la Moldavie tombe d'une manière militaire, et ça, il y a un tout petit risque tout de même, c'est qu'ensuite ils se disent, si on attaque la Lituanie ou la Lettonie ou l'Estonie, les autres Européens, les autres membres de l'OTAN ne réagiront pas. Ils se sont pliés devant nous. Alors je dirais le risque est quand même minime, et vous aviez raison en général de me dire en privé il y a quelques mois que le risque est très 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 minime, presque inexistant. Mais il augmenterait si la Chine envahissait Taïwan et qu'il n'y avait aucune réaction de la part de l'Occident, et surtout si l'Ukraine cédait à la Russie. Mais combien l'Ukraine pourrait se permettre de céder sans courir justement ce risque d'encourager Poutine à aller plus loin? Alors juste un petit mot simplement pour dire que pour les États baltes, rappelons quand même que des bataillons de l'OTAN sont en permanence stationnés pour justement dissuader toute agression, et que s'il y avait une agression, ce serait un détonateur qui impliquerait l'OTAN dans sa totalité, et que les Allemands, notamment c'est en Lettonie, me semble-t-il, ou en Lituanie, l'un des deux, déploient quand même une brigade de 4000 hommes. Donc on est bien avec un engagement de l'OTAN sur le terrain pour dissuader toute agression, car toute agression contre nos forces, quel que soit l'endroit dans l'OTAN, impliquerait l'engagement de l'OTAN dans sa totalité. Donc on met quand même les sonnettes d'alarme militaire pour être sûr qu'il n'y ait pas une agression militaire sur ces États. Caroline ? Et ils fonctionnent en fait par sondage. Donc ils sondent d'abord
ils testent en fait, et c'est progressif. Et quand il y a eu la guerre en Ukraine en février 2024, en fait, les troupes, elles étaient amassées au fur et à mesure. La première alarme, en fait, c'était aussi les hôpitaux de fortune, enfin les hôpitaux militaires qui sont montés rapidement avec le sang qui arrivait sur ces hôpitaux. Donc on se doutait bien qu'il allait arriver quelque chose, si vous voulez. Donc les choses se font progressivement, et en plus au niveau satellitaire, on voit évoluer les choses. On voit les troupes se déplacer. On voit les troupes se déplacer. Tout ça, ça s'organise, ça prend du temps. Quand c'est militaire, ça se voit au niveau des satellitaires et au niveau du renseignement. Ils ont des informations. Après, à côté de ça, ils fonctionnent par étapes, et donc ils sondent, ils provoquent et ils avancent petit à petit. C'est ce qui s'est passé récemment là aussi, à nouveau avec Trump qui est tombé dans le panneau, on va dire. Mais ils testent en fait, ils testent. Et justement, moi j'adhère tout à fait à ces nuances, au scénario du pire que je viens d'exposer. Mais comme dit le général, il faut avoir ce scénario du pire pour être bien préparé pour que ça n'arrive justement pas. Mais le scénario du pire, il est quand même inquiétant, parce que regardez cette déclaration du chef des transports de l'Union européenne, c'est Apostolos Tzitzikostas, et lui il explique que dans le scénario noir, alors évidemment là on parle d'un scénario noir, on parlerait d'une invasion russe sur les terres européennes, mais il nous explique que concrètement, au-delà du militaire, au-delà de nos armes, au-delà de nos forces combattantes, nos infrastructures à nous, européennes, ne sont pas prêtes. Regardez ce qu'il dit, les routes, les ponts, les voies ferrées d'Europe ne sont pas adaptées au transport rapide de chars, de troupes, de fournitures militaires. Autrement dit, si les Français voulaient amener des chars à la frontière polonaise, à la frontière estonienne, ce serait très compliqué. Ça a déjà été le cas, puisque les Allemands ont refusé que nos chars partent sur des porte-chars et qu'on a dû affréter des trains pour aller en Roumanie et amener nos chars. Donc déjà, c'est une réalité dès le début de la guerre en Ukraine. Oui, toute l'Europe s'est construite sur la paix. Donc tout ce qui était prévu à l'époque de la guerre froide face à l'Union soviétique a été mis au rebut progressivement, de telle façon que les infrastructures civiles ne sont plus adaptées, je dirais, à la guerre sur notre territoire et au transport logistique en particulier. Mais ça favorise quand même le scénario noir dont vous parlez quand même un petit peu. Tout à fait, mais ça veut dire qu'il va falloir... il y a un autre exemple. Je me souviens, quand on allait en Allemagne faire des manœuvres, on avait aussi des limitations de tonnage sur les ponts. C'est-à-dire que le char de tant de tonnes ne pouvait pas passer. Bon, ça veut dire que c'est aussi pour les camions civils. Ensuite, on a fait des chars tellement lourds qui finalement ne pouvaient plus non plus passer. C'est-à-dire qu'il y a aussi une réflexion sur l'outil militaire. On ne s'est pas rendu compte que tout avait changé et que la paix ne serait pas éternelle. Donc toutes les infrastructures ne correspondent pas. Et puis on peut même aller plus loin dans l'art de la guerre, en quelque sorte, même si le mot art n'est peut-être pas le meilleur. Ce qu'on découvre en Ukraine, c'est le combat en localité. Les combats se feront dans les villes demain, comme ça s'est fait en Ukraine, comme ça se fait ailleurs. Ce qui veut dire qu'il y a énormément d'infrastructures qu'il faudra penser. Si les Ukrainiens ont bien réussi à résister dans l'ensemble de villes en Ukraine, c'est aussi parce qu'il y avait des installations de la guerre froide toujours en place, notamment tous ces caves parfaitement bétonnées en dessous des immeubles et autres, qui leur permettaient de mettre des postes de commandement à l'abri des coups. Tout ceci, nous, on ne l'a pas fait. Ça, en Europe, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et même si vous prenez, on n'a pas parlé du nucléaire depuis un moment, au moins depuis ce matin, une frappe nucléaire, c'est aussi avoir des abris pour la population civile. C'est des choix qu'on n'a pas fait non plus. Et vous avez un certain nombre de pays aujourd'hui qui se disent on va se préparer à des frappes nucléaires. En Suède, notamment, ils sont en train de rouvrir les abris. Caroline, vous voulez réagir? Aujourd'hui, je pense que le danger, il va être sur les systèmes de communication, le cyber, qui est déjà attaqué, donc toute la partie câblage, et puis le développement des lasers. On a des lasers français en fait qui sont aussi vendus, et pour la partie drone d'attaque qu'il faut, je pense, développer, et la protection antiaérienne. La France a l'avantage d'avoir tout un équipement militaire et d'avoir une autonomie au niveau de son industrie, mais aussi avec des partenariats, par exemple avec l'Italie. Elle doit évidemment jouer cette carte en Europe, parce qu'il y a un autre sujet aussi, c'est qu'il y a une dépendance américaine, on l'a traité, mais il n'est pas normal que l'Union européenne ne pousse pas à l'achat de matériel venant de l'Union européenne et de la France, qui est le deuxième industriel, ce qu'on disait, et nous, en tant que Français, on doit défendre nos intérêts, et on doit absolument porter notre industrie, parce que c'est l'occasion aussi pour nous
de se réindustrialiser. Et quand on parle de la guerre en Ukraine, enfin, au nom de mon ONG, je peux dire que les entreprises françaises les aident massivement. Les ont aidés vraiment massivement. Ils ont été généreux et on a fait le nécessaire. Et il faut on sait que le matériel français, il est utilisé sur les terrains de guerre. En plus, il y a les OPEX en France, ce qu'ont pas les autres pays européens forcément. C'est pas une guerre à haute intensité. Oui, mais ça veut dire que le matériel, si vous voulez, le matériel français, il est testé en terrain de guerre. Donc, il a une vraie crédibilité. Et on sait aujourd'hui que si on avait les budgets, si on décidait de faire des choix en France, parce qu'il y a un moment où s'il y a trop de danger, il va falloir faire d'autres choix, et peut-être un peu moins de social. Et je pense qu'il y a la majorité de la population qui est aussi en soutien de défendre ses intérêts, et la défense du territoire, c'est quand même la première chose. Et donc il faut qu'on puisse décider au niveau stratégique comment on réorientera nos budgets si jamais on se rend compte que le danger grandit. On parlait de 2035, on est à 2030. Évidemment que le renseignement des pays de l'Europe et le renseignement de la France a des informations qui lui permettent de décider avec le renseignement militaire. Mais le monde est en train de changer. On est en train de basculer dans un monde agressif où on doit se protéger si on ne veut pas aller vers une autre guerre. Moi, ce qui m'a fait bondir, pardonnez-moi, c'est il faut un peu moins de social. Non, c'est le social qui est la fondation de ce pourquoi les gens devraient se préparer à se battre. Les États-Unis ont tenu tête à l'URSS parce qu'il y avait encore un rêve américain. Aujourd'hui, il n'y a plus de rêve américain, c'est fini. C'est un cauchemar américain qui est en train de se produire avec la paupérisation des classes moyennes. Et malheureusement, je ne dirais pas que ça nous pend au nez en Europe, ça commence déjà en Europe. Donc si on continue à bombarder les gens d'impôts... ça, c'est pas du social. Pardon, alors j'ai peut-être mal compris quand vous avez dit... On s'est pas compris. Non, réduire au maximum les impôts pour les gens et pas avoir des augmentations comme sur les abonnements énergétiques, on va dire, avec des augmentations qui sont quand même phénoménales. Réduire et réindustrialiser la France, réindustrialiser l'Europe. C'est le discours qu'on entend aujourd'hui. Et arriver à une autonomie. Mais bon, maintenant, mais attention, parce que les Français, ou certainement les Allemands, les Américains, MAGA, c'est ça. Pourquoi Trump a eu du succès? C'est parce que MAGA, c'est la population qui n'en peut plus de voir son mode de vie en train de s'étioler. Il va falloir des sacrifices, en effet, pour se préparer au cours de cette deuxième guerre froide, pour éviter, comme vous dites, la guerre chaude entre l'OTAN et la Russie. Il faut se préparer. On ne va pas se préparer en continuant à augmenter les impôts pour les classes moyennes, le chômage et la paupérisation pour les classes laborieuses. Il va falloir faire des sacrifices pourtant, mais maintenant autour des banques et de nos oligarches de faire des sacrifices. En tous les cas, le message est passé pour le gouvernement.